Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous aurons un invité du jour en la personne de monsieur Konan Kwasi Clovis. Ce sera juste après le journal et la chronique des sports en compagnie de Konaté Idriss qui va plancher sur la Coupe UFOA des Nations féminines à Abidjan. Vous aurez les symptômes d'une maladie rénale. Ce sera à 6h52 dans Santé au quotidien en compagnie de Djenebo Karamoko et la parole est à vous avec Adama Bakayoko. Voici pour le menu. Sinon, maintenant, le journal grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6 heures. L'Institut Polytechnique de Yamoussoukro aura bientôt un nouveau visage grâce à un financement de la coopération française. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a visité les travaux. Violence à Bloléquin, le gouvernement annonce des sanctions contre les auteurs. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités, mais le calme, on nous apprend, est revenu dans la ville. À l'international au Togo, pouvoir et opposition sur la même table pour engager des discussions dès ce lundi. Le président ghanéen en est le facilitateur. Voici pour l'essentiel. Commençons ce journal à l'intérieur du pays et sachez que les auteurs des violences de Bloléquin seront recherchés et punis. Oui, annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Dans un communiqué, le ministre rassure d'abord que le calme est revenu à Bloléquin où les affrontements, on vous le rappelle, ont fait à titre de bilan provisoire 2 morts, 1 gendarme et un civil tué, 3 blessés et d'importants dégâts matériels. Pour rappel, samedi dernier, lors d'un contrôle de routine à un barrage de sécurité à l'entrée de la ville de Bloléquin, un conducteur de moto-taxi a reçu une balle et est décédé des suites de ses blessures. En représailles, une foule déchaînée s'est ruée sur les forces de sécurité en poste au barrage. Un gendarme a ainsi trouvé la mort. Cette foule a ensuite saccagé, incendié et pillé la brigade de gendarmerie, les résidences du préfet et du sous-préfet, ainsi que plusieurs édifices et résidences publiques et privées. Les forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces incidents. Les parlementaires ivoiriens outillés sur l'évaluation des politiques publiques. Oui, c'est une initiative du réseau des parlementaires africains pour l'évolution du développement en collaboration avec ONU Femmes qui entendent ainsi à travers cet atelier sensibiliser mais aussi former les parlementaires ivoiriens sur l'évaluation des politiques publiques. Madeleine Oka-Balina est responsable des programmes à ONU Femmes Côte d'Ivoire. L'ONU Femmes considère donc que le Parlement est un acteur clé avec lequel il faut agir, que nous avons le mandat d'accompagner. Nous, notre mandat, c'est des politiques publiques plus sensibles aux gens. Avec le Parlement ivoirien et de par le monde, l'ONU Femmes a très souvent le partage d'expériences. Donc ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Et l'intérêt du partage d'expériences, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, c'est d'amener les parlementaires à aller voir ce qui se fait dans des environnements qui sont proches. La Côte d'Ivoire entend progressivement aller vers une budgétisation sensible aux gens. Nous avons déjà en Côte d'Ivoire adopté les budgets programmes, donc c'est une première étape. Et c'est un travail que nous avons fait avec l'Assemblée nationale. D'autres actions que nous avons menées, c'est le soutien au caucus des femmes parlementaires. Prenons la direction de Yamoussoukro où l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire visite les travaux de l'Institut Polytechnique. Oui, le diplomate français a visité successivement l'INP Nord, l'INP Sud et Centre, ainsi que les travaux d'extension de l'Institut Polytechnique. À la fin de sa visite, Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a félicité la direction pour le positionnement de l'institution sur le continent. Le compte-rendu est signé Seydou Koulibaly. Pour sa première sortie hors d'Abidjan, le diplomate français est allé se rendre compte des travaux de réhabilitation et d'extension de l'INPHB. Ces travaux seront financés entièrement par l'État français grâce au CDD, contrat de désendettement et de développement dont bénéficie l'INP depuis plusieurs années. Après avoir visité les différents chantiers, son Excellence Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, se dit satisfait de l'avancée des travaux. C'est de l'argent bien utilisé. Je suis aussi comptable de l'aide de la France. Moi, je suis fier quand elle est utilisée comme ça. Je suis aussi venu regarder le chantier parce que je trouve que c'est aussi le rôle d'un ambassadeur. Je suis aussi fier de la façon dont les travaux avancent. Finalement, la coopération française, elle est là pour aider et surtout, elle est au service des Ivoiriens et des Ivoiriennes selon la vision du président de la République. Ainsi, à travers cette action, l'INP aborde progressivement une nouvelle phase dans son existence après quelques années de difficultés. Cette renaissance est liée en grande partie aux efforts consentis par le gouvernement à travers ses institutions de formation et de recherche. Kofi Nguessan,
directeur général de l'INPHB. Notre peuple ambitionne de faire de ce pays un pays émergent. Il va falloir davantage d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de managers pour que les entreprises puissent rayonner, puissent travailler efficacement. L'INP s'inscrit dans ce processus. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une extension réussie, il y ait une qualité de formation ici sur ce site au bénéfice de la Côte d'Ivoire et de la région africaine. Bâti sur 1000 hectares, l'INP accueille aujourd'hui sur son campus ici à Yamoussoukro un peu plus de 3000 étudiants inscrits dans diverses filières. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. On reste dans le pays profond pour dire que les responsables des radios locales du Haut-Sassandra s'impliquent dans la lutte contre l'immigration irrégulière en Côte d'Ivoire. Les acteurs de ces radios se sont retrouvés à Daloa pour débattre autour du thème « Le rôle de la radio dans la lutte contre l'immigration clandestine ». Au terme de cette journée d'échange, quelques pistes de solutions ont été proposées. Alexis Yorobo-Guillaume est le directeur de la radio locale de Zoukougbe. La force de la radio, c'est les ondes. Il faut multiplier les émissions, il faut multiplier les productions, il faut faire les rediffusions dans le sens de la sensibilisation, il faut présenter les dangers. Notre combat, c'est parce que nous avons un outil de communication qui est une arme et que nous pouvons atteindre la cible. Nous ne pouvons pas descendre dans les rues pour attraper les jeunes. Non, nous devons communiquer régulièrement sur les ondes au fait que les populations, les jeunes puissent comprendre les différents dangers qui les guettent en voulant escorter les côtes européennes. Restons dans les médias et surtout dans la radio. Un constat dans ce journal, très peu de femmes s'intéressent au métier de la radio. Oui, le sujet a été abordé à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée récemment et le sujet a été repris donc lors du salon de Radio Côte d'Ivoire hier sur les zones de la radio nationale. Vous allez l'entendre, Sali Silieu Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le combat est mené pour que la donne change. On l'écoute. C'est un métier qui a ses règles qu'il faut appliquer lorsqu'on est en situation de travail. Donc, il faut la formation à la base. Pour cela, il faut que les femmes, les filles, les jeunes filles s'intéressent beaucoup plus au journalisme, à l'animation des programmes, à tous les métiers de la radio, la technique, le journalisme, je l'ai dit, l'animation également. Mais il faut que beaucoup plus de jeunes filles s'intéressent aux études de journalisme et de production, pour qu'en aval, on puisse avoir un certain nombre de femmes qui embrassent ce métier. Sinon, ça va être difficile. Celles qui y arriveront le seront par le biais de la formation sur le tas. Et les femmes, de leur côté, se battent pour changer les choses. Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, mène aussi le combat de son côté. Alors nous déjà sur Fréquence 2, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'on a un magazine dédié à la femme, mais on n'a pas de magazine dédié aux hommes. Après, ça ne veut pas dire que les autres programmes, les femmes en sont exclues. Un programme comme un truc de ouf où on reçoit des jeunes dont les expériences font cas d'école, partage d'expériences, on reçoit autant d'hommes qu'on reçoit de femmes. Pourvu qu'on ait effectivement des expériences de jeunes femmes qui puissent inspirer d'autres. Un programme de confidence, par exemple, vous vous rendrez compte que les hommes sont plus prompts à poser leurs problèmes quand les femmes, elles hésitent. Mais prenez un micro simplement pour un micro-trottoir. Dès que vous sortez dans la rue, que vous sortez votre micro, les femmes sont les premières à fuir. Donc après, je sais pas, j'ai beau être responsable de radio, j'ai beau vouloir faire la part belle aux femmes, si elles ne s'expriment pas, j'ai du mal à leur permettre de s'exprimer. Donc après, il faut une volonté des femmes de s'exprimer, mais il faut également avoir des expériences à partager avec les autres. Et des expériences, c'est pas ce qui manque avec les femmes. Radio Côte d'Ivoire, Mans 96.9 FM. Et belle transition pour parler de cohésion sociale, le sujet au cœur d'un atelier tenu à Mans. Oui, tous les acteurs de la société civile ont été conviés lors d'un atelier. Il s'est agi de sensibiliser autour de la cohésion sociale. L'Ouest qui a tant souffert en a besoin. C'est une initiative de l'ONG Verbatim. Le compte rendu sur place de Gervais Kwasi. La cohésion sociale et la consolidation du tissu social demeurent l'une des priorités de l'État ivoirien et ses partenaires, au nombre desquels l'ONG Verbatims. Cette organisation belge qui a pour credo la formation et l'appui pour la prévention des conflits identitaires a convié toutes les couches sociales du département du Mans pour des échanges. Il ressort des différentes communications et interventions qu'un mécanisme doit être trouvé en vue d'insérer les jeunes dans le tissu socio-professionnel, car un jeune sans emploi oisif représente un danger. Ce
dernier étant facilement manipulable par des mains obscures. En outre, la sensibilisation sans cesse sur les affres des conflits doivent être quasi permanente dans nos différentes contrées, tout en prêchant l'amour de l'un envers l'autre, quelles que soient nos différences. Jean Bousson, chargé des programmes et relations publiques à l'ONG Verbatims. L'ONG Verbatims qui fait la prévention et la gestion des conflits identitaires a mené des activités depuis 2014-2015 dans la région pour renforcer la cohésion sociale et revient 2 ans plus tard pour pouvoir consolider les acquis des actions menées, mais également réorienter les jeunes vers des solutions durables. L'objectif recherché, c'est de pouvoir renforcer les capacités des jeunes, surtout vulnérables, afin que nous puissions préserver une paix durable. Il faut noter que ce sont plusieurs ateliers de ce genre qui se tiennent sur tout le territoire national avec le soutien de l'UNICEF et l'Union européenne. Les conclusions des travaux seront rendues publiques dans les jours à venir. Gervais Kwasi, Man Radio Côte d'Ivoire. Et c'est bientôt Paquinou et la région du Bélier se prépare. Oui, c'est presque une tradition. Paquinou Bélier 2018, on est à la 5e édition. Elle est placée sous le thème Alliance séculaire Agni Baoulé. Quelles leçons pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, avec pour invités spéciaux les populations des régions du Sud, Komoué, de l'Indénie, du Ablin et du Moronou. Paquinou du Bélier 2018 se tiendra du 29 au 31 mars 2018 à la place Saint-Jean, la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, j'y arrive. Et c'est un rendez-vous de promotion culturelle et touristique et de renforcement de la cohésion sociale des populations ivoiriennes. Écoutons le ministre d'État et initiateur de l'événement, Jeannot Kouadieu Aoussou. Ces moments de convergence, ces moments de retrouvailles doivent être mis à profit pour créer la cohésion sociale, créer la paix. Voici les motivations essentielles de Paquinou. L'année dernière, nous avons reçu l'ancien président du Burundi. Et cette année au lancement, nous avons le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal. Certainement, le 14 ou le 15 avril, nous verrons le président Macky Sall venir en Côte d'Ivoire pour célébrer Paquinou avec nous. C'est ensemble dans la cohésion, ensemble dans l'union, créons des espaces de convergence, des espaces d'union. Évitons tout ce qui peut nous diviser. La Côte d'Ivoire aspire à être un grand pays. Un mot de santé pour boucler l'actualité au niveau national. Fin de formation des responsables de haut niveau à la gestion des urgences de santé publique. Ces responsables, durant 5 jours, ont été sensibilisés sur la gestion des urgences sanitaires en Côte d'Ivoire, comment élaborer de bonnes stratégies pour mieux répondre aux menaces sanitaires, un plaidoyer en vue de la mise en œuvre de moyens structurants et financiers pour l'accompagnement de la gestion des urgences. Et pour les participants, cette formation leur a beaucoup apporté. On les écoute. Colonel Pokou Konan de l'Office national de la protection civile. Je pense avoir beaucoup appris lors de ce séminaire qui m'aideront à potentialiser mes connaissances. Parce que je suis le responsable des opérations de secours. Je m'en vais vraiment très ravi. Docteur Maïe Koutouan, chef de service adjoint de la surveillance épidémiologique à l'INHP. Nous avons appris à prioriser nos menaces, à élaborer un plan pour faire face ou pour réduire l'impact de ces menaces sur la population ivoirienne. Nous avons estimé nos besoins en termes de matériel, de logistique et surtout de finances pour mieux financer donc nos plans. Donc c'est pour vous dire que nous partons satisfaits de cet atelier de formation qui, sans nul doute, va nous aider véritablement à conduire les opérations de gestion d'urgence en Côte d'Ivoire. Le chapitre suivant, il sera international et il démarre au Togo, où le dialogue entre le pouvoir et l'opposition démarre dès aujourd'hui. Oui, et c'est pour cela, pour engager justement ces discussions, que le président ghanéen est arrivé hier au Togo pour engager ces discussions entre pouvoir et opposition. Le comité préparatoire a fini ses travaux hier après de longues discussions. Un document est rendu public et servira de feuille de route pour le déroulement du dialogue. 7 délégués de chacune des 2 parties sont conviés à la table de discussion sous la houlette du facilitateur ghanéen. Les pourparlers devront durer une dizaine de jours. Ce dialogue a 3 objectifs. Trouver un accord aux questions spécifiques à l'origine de la crise actuelle, s'entendre sur les mesures concrètes et à même de rétablir la confiance entre les acteurs sociopolitiques de la crise
et l'établissement d'un mécanisme de mise en œuvre de l'accord issu de cette discussion et de son suivi. Ailleurs dans le monde, les opérations pour tenter de retrouver l'avion qui s'est écrasé hier dimanche dans le sud-ouest de l'Iran n'ont produit aucun résultat. L'appareil avec ses 66 passagers et membres d'équipage, ils sont toujours introuvables pour plus de 12 heures après le crash. L'avion s'est écrasé dans un massif montagneux recouvert de neige avec une altitude de plus de 4000 mètres. Cette même tempête de neige et le froid ont empêché les hélicoptères de survoler la zone pour localiser le lieu de l'accident. Plus d'une centaine de secouristes du Croissant-Rouge et des militaires ont été mobilisés, mais les conditions climatiques ne laissent aucun espoir de retrouver des survivants. Point final de ce 6 heures, le rappel des titres. L'Institut Polytechnique de Yamoussoukro aura bientôt un nouveau visage grâce à un financement de la coopération française. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a visité les travaux. Violence à Blot-le-Quin, le gouvernement annonce des sanctions contre les auteurs. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités, mais le calme est revenu dans la ville. Au Togo, pouvoir et opposition sur la même table pour engager des discussions dès ce lundi. Le président ghanéen en est le facilitateur. Merci à vous, Jérôme Kouakou, pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le sujet de la parole est à vous pour la suite. La Côte d'Ivoire renforce sa politique de lutte contre la malnutrition. Le projet École Amie de la nutrition a été lancé à cet effet le jeudi 15 février dernier. La première phase de ce projet sera initiée dans les zones de production de cacao avec l'implantation d'une usine à San Pedro. L'usine va produire des aliments thérapeutiques utilisés dans la prise en charge de la malnutrition aiguë, sévère et des suppléments nutritifs à titre préventif. Face au caractère multisectoriel de la lutte contre la malnutrition, que pensez-vous du choix du milieu scolaire? Adama Bakayoko vous attend dans 16 minutes seulement sur la radio, numéro 1 sur l'info et le sport. Autant pour moi dans 15 minutes. Voilà, dans quelques instants, les sports. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Maman, 100% fait dur. Faisons le plein avec les pâtes maman, un délice plein d'énergie. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Journal des sports, Ange Assoukro. Et nous passons maintenant au sport avec Ange Assoukro pour le deuxième JDS. Bonjour Ange. Bonjour Angeval. Et nous commençons. Et nous commençons avec du football féminin Coupe UFOA Zone B des dames. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Les éléphantes ont douché les Nigériennes 7-0 hier au stade Robert Champeau de Marcory. C'était lors de la 3e et dernière journée de poule. La Côte d'Ivoire est donc première du groupe A et est qualifiée pour les demi-finales. Inestia a été élue meilleure joueuse de la rencontre. Elle et une de ses coéquipières se projettent sur le match à venir au micro Radio Côte d'Ivoire de notre stagiaire Roméo Koulibaly. C'est grâce au travail, grâce aux consignes du coach. Je lui dis merci pour ça. On prépare déjà la demi-finale contre l'adversaire. On espère vraiment qu'on va donner le meilleur de nous. Si c'est Nadège, j'ai trouvé que ça a été un bon match dans l'ensemble. J'ai commencé à jouer à Juventus Club de Yopougon en 2013. J'ai fait une année là-bas et cette année, je suis à l'Africa Sport d'Abidjan. On promet qu'on va tout donner et Dieu fera le reste. Christine Ezoua est la première responsable du football féminin en Côte d'Ivoire. Elle se met à rêver à la victoire finale des éléphantes pour cette compétition.
On sait que le plus dur est devant et nous allons nous mettre au travail pour qu'on puisse vraiment donner une grande victoire à la Côte d'Ivoire. On croit, j'y crois. La coupe même restera ici par la grâce de Dieu. Je lance un appel pour dire à tout le monde de venir soutenir la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons, c'est la Côte d'Ivoire. Venir massivement au stade et quand ils sont là, les filles, elles ont la force de jouer et d'avancer. Dans l'autre rencontre du site Poule A, le Ghana s'est imposé face au Burkina Faso 4-1. Les Ghanéennes accompagneront les Ivoiriennes en demi-finale au grand désarroi des Burkinabés. La déception de la capitaine du Burkina Faso, Aïcha Milogo, au micro Radio Côte d'Ivoire de Sendou Koulibaly. On a essayé de mettre en application ce que le coach a dit. On n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on a eues. Voilà, c'est ça qui a fait qu'on a pris cette défaite. Bon, on a essayé de jouer, on a essayé de mouiller le maillot, mais finalement ça n'a pas marché. La troisième journée dans la poule B se joue aujourd'hui à 18h au stade Robert Champoux de Marcory. Le Nigeria, déjà qualifié pour les demi-finales, sera opposé au Togo. À la même heure, au Parc des Sports Vélodrome de Treichville, le Mali et le Sénégal croiseront le fer pour le deuxième ticket qualificatif. Les deux équipes ont chacune 3 points après 2 journées. Et nous parlons encore football européen. Les différents leaders continuent leur course en tête. La Liga, 24e journée en Espagne. Le Real Madrid a battu le Betis Séville 5-3. Le Barça s'impose devant Eibar 2-0. Atlético de Madrid bat Athletic Bilbao 2-0 également. Valence vainqueur de Malaga 2-1 au classement après 24 journées. Leader, le Barça, 62 points. Deuxième, Atlético de Madrid, 55 points. Troisième, Valence, 46 points. Le Real est quatrième avec 45 points. Serie A en Italie, Naples s'impose face à Spal 1-0 dans le derby turinois. La Juve bat Torino 1-0. L'AS Rome a vaincu Udinese 2-0 en tête Naples avec 66 points. Deuxième, Juventus Turin à 1 point, 65 points. Troisième, AS Rome, 50 points. En Angleterre, pas de première ligue, mais le 5e tour de la Cup. Rochdale et Tottenham ont fait match nul, 2 buts partout, match à rejouer. United a battu Huddersfield 2-0. Chelsea a éliminé Hull 4-0 à suivre aujourd'hui. Wigan, Manchester City. Et parlons basketball NBA. Le All-Star Weekend s'est achevé hier nuit avec la victoire de la team LeBron James lors du All-Star Game. 67e édition du All-Star Game remportée donc par la team LeBron James face à celle de Stephen Curry. 148 à 145, soit 3 points d'écart. LeBron James, meilleur marqueur du match avec 29 points, 10 rebonds, 8 passes. Il est désigné homme MVP de ce All-Star 2018 qui s'est déroulé au Staples Center de Los Angeles. Et puis, Jeux Olympiques d'hiver 2018 de Pyeongchang. Voici le tableau des médailles à ce jour. Premier, la Norvège avec 9 médailles en or, 9 en argent et 8 en bronze, total 26. Deuxième, Allemagne, 18 médailles au total pour 9 en or. Troisième, Pays-Bas, 13 médailles au total pour 6 en or. La France est 7e avec 4 médailles d'or, 2 en argent et 4 en bronze, soit un total de 10 médailles. Retour du JDS, le journal des sports, demain matin, 5h45, je serai bien là. Merci beaucoup, Anja Soukou, et bonne journée. Un tout autre sujet à présent, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques vient de faire son bilan à mi-parcours. On en sait plus avec son coordonnateur, M. Konan Kwasi Clovis, qui est l'invité du jour, interrogé par Kadi Diabaté Naounou. L'invité du jour. M. Konan Kwasi Clovis, bonjour. Bonjour madame. C'est quoi le PASSE? C'est le projet qui est né de la volonté du gouvernement ivoirien et de la Banque mondiale de renforcer, d'améliorer la performance du système de santé ivoirien. Qu'est-ce qui a, suscité cette création? En 2011-2012, le constat que le gouvernement ivoirien a fait, c'est que le système de santé ivoirien a souffert de 2 à 3 décennies de sous-investissement et de toutes les crises qui ont
secouer ce pays. Il fallait mobiliser autant de ressources que nécessaire pour remettre ce système à flot pour le bien-être des populations vivant sur le territoire ivoirien. Et donc, en complément des ressources de l'État, la Banque mondiale a décidé d'accompagner cet effort exceptionnel du gouvernement ivoirien. Et donc, c'est dans ce cadre que la Banque mondiale a mobilisé 70 millions de dollars. Le gouvernement ivoirien, de son côté, a mobilisé 7 millions de dollars, donc pour un total de 77 millions de dollars pour conduire une expérience de renforcement du système de santé pour une durée de 5 ans. Donc 2015-2020. Nous sommes en 2018, vous avez commencé en 2015. Quel bilan peut-on faire de vos activités? Nous sommes aujourd'hui, début 2018, dans ce qu'on appelle le processus à mi-parcours du projet. Et donc, il est bon de rappeler que ce projet est structuré en 2 axes majeurs. Il y a un axe qui concerne l'expérience pilote d'une approche de contractualisation des centres de santé axé sur les résultats et la performance. Il y a l'autre composante traditionnelle de renforcement du système de santé en termes de renforcement du plateau technique, donc réhabilitation et équipement, en termes de renforcement de l'information sanitaire pour que le décideur ait la bonne information sur le système de santé pour prendre des décisions, en termes de renforcement de la gestion du système de santé lui-même. À mi-chemin, on a pu expérimenter dans 17 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, dont 14 sous financement exclusif de la Banque mondiale et 3 autres districts en collaboration avec le Fonds mondial. On a pu expérimenter sur ces 17 districts, comptant environ 402 centres de santé, cette nouvelle approche contractuelle axée sur les résultats. Donc nous signons avec chaque centre de santé un contrat de performance axé sur les objectifs nationaux de santé publique relativement à la santé de la mère, de l'enfant, du jeune enfant, de la population et sur les principales maladies qui impactent notre système de santé. Donc, sur la base de ce contrat, le personnel de santé est formé. Chaque mois, nous évaluons la mise en œuvre de ce contrat en fonction de son rendement. La contrepartie de ce contrat, c'est la mise à disposition de ressources correspondant à la production de services du centre de santé. Ces ressources sont mises directement à la disposition du centre de santé à travers un compte géré par le ministère de l'économie et des finances à travers des régisseurs dédiés. Donc il n'y a plus de problème de ressources. Donc on a pu expérimenter cette approche-là durant 2 ans dans 402 centres de santé de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Déjà, le point que nous avons fait avec les premiers bénéficiaires que sont le personnel des centres de santé nous montre qu'on a une réelle motivation. Les résultats en termes d'analyse des indicateurs du système de santé que nous avons commencé nous montrent que les indicateurs de santé dans ces 402 centres de santé progressent réellement et sont en des tendances d'évolution majeure. Une motivation du personnel de santé liée au fait que ce personnel a eu la capacité d'améliorer ses conditions de travail, de disposer des intrants nécessaires pour l'exercice de sa mission. Et donc ça, c'est des éléments majeurs que nous avons notés et qui sont des motifs de satisfaction pour nous. Bien sûr, il y a quelques difficultés, aussi bien institutionnelles que fonctionnelles, que nous allons identifier et avec le ministère de la Santé adresser pour permettre d'avoir des résultats encore meilleurs pour la population ivoirienne dans ces 17 districts sanitaires. Pour cette seconde phase, nous allons mettre l'accent sur la réhabilitation d'un certain nombre de centres de santé pour accompagner la volonté exprimée par le gouvernement ivoirien de rehausser le plateau technique des établissements de santé. L'intégration de l'approche, le passage à l'échelle à d'autres districts et la réhabilitation des centres de santé pour les mettre aux normes selon leur niveau par rapport à la pyramide sanitaire. On va renforcer aussi le rôle de régulation. Quand on a une régulation plus forte, les acteurs qui doivent appliquer les normes appliquent les normes selon ce qui a été dit. Donc c'est les perspectives vraiment que nous entrevoyons pour les 2 ans. Merci à Kadi Diabaté Naounou et aussi merci à M. Konan Kwasi Clovis, notre invité du jour. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous suivez la grande matinale. C'est notre première session d'information. La parole est à vous dans quelques instants. Djenebou Karamoko sera avec nous à partir de 6h52 pour nous donner les symptômes d'une maladie rénale. Nous allons avec beaucoup de plaisir vous retrouver dans quelques instants pour la suite sur votre radio, la radio numéro 1 sur l'info et le sport.